Vous écoutez L'Ambition au féminin, épisode 136. Mon nom est Tatiana Saint-Louis et j'anime L'Ambition au féminin, un podcast pour toutes les femmes pleines de vision, de talent et de drive qui désirent redéfinir le succès selon leurs termes et leurs conditions. Chaque semaine, j'explore seule ou en présence d'invités les thèmes entourant la réussite professionnelle et personnelle. Mindset, productivité, leadership, branding personnel. C'est le rendez-vous pour réfléchir à la façon dont tu veux vivre ton plein potentiel et laisser ton empreinte dans le monde. Salut les ambitieuses, bienvenue sur un nouvel épisode de l'ambition au féminin. Nouvel épisode pour accompagner la rentrée. Si vous écoutez ça, vous êtes probablement dans le feu de l'action parce que c'est le moment des retours en classe. Et qui dit retour en classe dit aussi souvent retour aux formations en ligne, retour aux stratégies, retour à la planification, etc. Donc, j'espère que ça se passe bien pour vous, que vous n'êtes pas trop stressés et que vous êtes pleine d'énergie, pleine de momentum en fait. Momentum étant, je disais ça à une cliente récemment, momentum est mon mot du mois et je le feel vraiment là en ce moment. Alright, so aujourd'hui j'ai un invité spécial, ils sont toujours spéciaux mes invités, mais aujourd'hui j'ai invité Charles d'Avignon pour nous parler d'un sujet dont je n'ai, je pense, jamais parlé sur le podcast dans les 136 épisodes qui existent, et j'ai nommé la publicité. Et je pense que j'ai jamais parlé de pub vraiment sur le podcast parce que je suis une marketeuse de contenu organique. Je me suis spécialisée en inbound marketing quand il y a de nombreuses années de ça, là, quand je suis rentrée dans le domaine du marketing. Et j'ai beaucoup d'amour, d'admiration pour le marketing organique, mais je vais pas vous cacher que depuis quelques années, en fait, depuis probablement 2021, je sens qu'il est temps pour moi d'expérimenter avec la publicité puis d'expérimenter sérieusement. Et là, je vous dis depuis 2021 et je trouve ça drôle parce que je suis une de ces grandes procrastinatrices sur ce sujet spécifique qu'est la publicité parce qu'on dirait que c'est comme mon talon d'Achille. C'est la chose que j'ai jamais pris sur moi d'apprendre. Puis on s'entend, j'ai déjà fait de la publicité, j'ai suivi des tutos de publicité, j'ai eu certains résultats positifs avec de la publicité, surtout en lien avec des lancements, mais ça a toujours été des petits budgets, 400-500 $, des promotions juste avant, des challenges ou des choses comme ça, puis ça a jamais été vraiment une stratégie en bonne et due forme. Et je pense que la raison pour laquelle ça n'était pas une, c'est que je voulais vraiment m'assurer que mes funnels, que mes processus au niveau de mon contenu organique, qui m'attire quand même déjà beaucoup de notoriété, beaucoup de vues, allait être prêt à recevoir l'influx qui viendrait avec la publicité. Donc, c'était peut-être un peu ma tendance perfectionniste qui m'a empêchée de me lancer dans ce type de stratégie-là, mais à mes yeux, c'est sûr que quand je travaille avec des clients corporatifs ou des choses comme ça, on fait toujours un mix entre les stratégies publicitaires ou le marketing payant et le marketing organique. Donc, aujourd'hui, j'ai invité Charles, qui est le fondateur de l'agence Antilope, une agence de publicité en ligne pour les marques audacieuses, à venir nous parler de publicité, mais aussi de comment l'intégrer avec des stratégies organiques. Et puis, j'aime beaucoup Charles parce que j'aime beaucoup comment il vulgarise les sujets de la pub, et puis il y a vraiment des visions très professionnelles puis très sérieuse, dans le fond, de cette expertise-là, parce qu'on va pas se cacher, il y a beaucoup de marketeurs de Facebook Ads et Google Ads qui sont pas nécessairement les personnes de la plus grande confiance. Genre, j'ai beaucoup d'amis entrepreneurs qui se sont fait avoir, entre guillemets, là, parce que on peut toujours se faire avoir par des pros comme ça, par des
Ouais, par des personnes qui se disaient experts en pub, mais qui avaient pas nécessairement la grande vision que Charles et son équipe, ils ont quand ils commencent ce genre de travail avec leurs clients. Donc, bon, voilà. Je pense que c'est ce que j'avais à dire en intro à propos de la publicité. De toute façon, la conversation qu'on a avec Charles est vraiment bien structurée, puis ça a été super fluide de lui parler. Et je pense que vous allez avoir beaucoup d'idées là pour la suite, si jamais c'est quelque chose que vous aimeriez intégrer dans le moyen long terme. Hein. Ça veut pas dire que vous allez commencer à faire de la pub dès demain, mais si c'est quelque chose que vous avez envie d'expérimenter, vous avez envie de tester, ben tu sais, je pense que ça va vous donner une bonne base pour réfléchir à quoi penser avant d'implémenter ce genre de stratégie, puis comment le faire d'une façon qui va être réfléchie et durable aussi. Alors voilà, je vous laisse avec notre conversation à Charles et moi. Salut Charles! Bienvenue sur l'Ambition féminin. Je suis contente de t'avoir avec moi aujourd'hui. Comment tu vas? Ben ça va super bien, merci. Merci vraiment pour l'invitation. Je suis vraiment honoré d'être là, pour vrai. Mais oui, c'est tellement le fun d'avoir une panoplie d'experts. Pour moi, le podcast, c'est vraiment mon lieu où j'aime avoir les conversations que, tu sais, t'as pas nécessairement envie d'avoir autour d'une bière parce que les gens parlent tout le temps de leur travail, mais le podcast, c'est comme le bon espace pour avoir ce genre de conversation puis que tout le monde en profite en même temps. Ah, t'as bien raison. Donc, je vais commencer avec une de mes 2 questions que j'aime poser à tout le monde. Puis, pour toi, je voulais savoir, qu'est-ce que tu voulais être quand tu étais petit? Oh, bonne question. J'ai été un peu dans les clichés de je voulais docteur, avocat, un peu name it. Là. J'ai jamais eu de vision très, très, très spécifique, puis je suis tombé dans l'entrepreneuriat puis la pub un peu accidentellement. Fait que le chemin, c'est un peu choisi pour moi, plus que moi, mettons, j'avais ça en tête très jeune. Fait que ouais, j'avais pas de métier particulier ou quoi que ce soit. Non, t'attendais que la vie décide un peu ce qui allait se passer. Ouais, j'attendais d'explorer, puis finalement, l'exploration s'est faite plus vite que je pensais, mais ouais, ça s'est fait comme ça. Ouais, ben je suis intéressée à en savoir un peu plus. Comment ça a été cette exploration-là, parce que t'as quand même lancé ton agence quand t'étais assez jeune. Je sais pas quel âge t'avais, mais c'était tôt dans ta carrière, si on pourrait dire. Ouais, définitivement. Ben, j'ai commencé à rentrer tranquillement dans l'univers du marketing puis de la pub à 15-16 ans, grosso modo, puis j'ai lancé mon agence à 18. Wow. Mais ça s'est fait vraiment par accident. J'étais dans une entreprise étudiante là, où est-ce qu'après l'école, on partait des business avec un programme parascolaire. Puis j'avais fait le site web de cette entreprise-là. On vendait des étuis de téléphone en bois, un peu pour les iPhones de ce moment-là. Puis ça avait correct marché. Puis c'est moi qui avais fait le site web. Puis dernière genre, je simplifie un petit peu, mais comme dernière journée d'école, je rentre chez moi. Puis par hasard, il y a quelqu'un qui déménage sur ma rue et cette personne-là était dans le conseil d'administration des entreprises étudiantes. Cette personne-là était stratège web et me dit « Hey, c'est pas toi qui as fait le site web de telle entreprise? » Je me suis fait reconnaître dans la rue comme ça. C'était la seule fois dans la vie où je me suis fait reconnaître dans la rue, c'était à ce moment-là. Wow. Puis cette personne-là m'a dit cette personne-là qui est Olivier de l'agence Léo Studio à Grenby. Cette personne Olivier m'a dit hey, t'as-tu une couple d'heures cet été? Moi, j'ai un petit peu trop de job comme stratège. Tu sais, il faisait des sites, il faisait un peu des stratégies de la pub et tout ça. Puis j'ai dit, ben oui, let's go. Qu'est-ce qu'on attend? Puis c'est comme ça que j'ai commencé accidentellement. Puis après ça, j'ai fait des sites web, j'ai patenté du WordPress. Puis là, déboule quelques années plus tard où on se spécialise un petit peu plus en pub qu'autre chose. Mais ouais, c'est comme ça que j'ai commencé vraiment accidentellement, entre guillemets. Mais voilà. Ouais. Ah, puis c'est super intéressant parce que récemment, je faisais une publication sur le fait que je pensais que c'était pas à l'école d'introduire les jeunes à l'entrepreneuriat, mais t'es comme un peu l'exemple parfait de l'argument inverse où cette activité-là ou ce projet-là t'a permis aussi quand même de te mettre les mains directement dans le travail sans que ce soit non plus je lâche tout, je lâche l'école, puis je m'essaye à quelque chose que j'ai jamais fait, puis le monde va pas nécessairement me respecter parce que je suis jeune ou whatever.
Non, exact. Puis j'avais déjà comme essayé des business avant, de réparation informatique, des trucs comme ça, un peu de clichés de l'enfant qui veut essayer de faire des trucs l'été puis qui se fait des petites cartes d'affaires puis qui va les porter dans les boîtes aux lettres. Évidemment, ça n'avait pas fonctionné pour des raisons plusieurs raisons. Mais ouais, tu sais, ben, j'ai toujours eu ça, mais je pense que là, vraiment, ça m'a comme juste créé des opportunités que j'avais pas vu venir puis qui m'ont un peu comme fait débouler à la bonne place. Puis tu sais, il y a des gens qui disent tu sais que on croit les hasards ça existe pas puis tout ça. Moi, je pense que les hasards ça existe puis que j'ai eu comme juste le bon hasard puis je l'ai bien saisi évidemment, mais ça a juste comme vraiment puis ça a bien enchaîné puis c'est ça qui m'a amené fast forward maintenant. Mais ouais, ça résume un petit peu comment je suis tombé là-dedans assez jeune. Là. Oh wow, vraiment intéressant. Puis bon, fait que là, c'était beaucoup de la création de sites web, plus justement de comprendre tout ça. Comment t'en es arrivé à te spécialiser en pub? Puis est-ce que tu avais déjà une équipe quand vous êtes spécialisé en pub? Ou tu sais, comment ça a marché la création de l'agence? Ouais, ben moi, rapidement, avant même l'agence, j'ai commencé à faire particulièrement plus de la pub parce que c'est là où... Tu sais, au final, quand on fait des sites web, qu'on fait des choses comme ça, c'est souvent des one-shots. On modifie des choses, on fait ci, on fait ça, puis ça s'arrête là. Même avec Olivier, de la façon qu'on travaillait, c'est que il y avait beaucoup de clients, justement, en publicité, où est-ce que, bon, ben, quand on fait de la pub, souvent, on va en faire à l'année ou on va en faire pendant plusieurs mois. Fait que c'était comme des clients plus récurrents. Puis je me suis mis un peu me spécialiser là-dedans. Puis on s'est mis à gérer des clients avec des très gros budgets. Là, moi, les derniers clients que j'ai gérés avant de lancer l'agence, c'était des 100 000, 200 000 par mois de budget pub pour des grosses entreprises. Puis je me suis vraiment vu, OK, c'est vraiment là où mon expertise puis mes talents plus naturels viennent vraiment s'intégrer, viennent vraiment amener de la valeur, là où pour faire des sites web, par exemple, ben c'est sûr que bon, j'ai peut-être des bases en design, mais clairement, c'est pas ma force première. Fait que je peux jamais pousser ça trop loin, ou en tout cas, ça m'aurait pris beaucoup d'efforts pour pousser ça plus loin. Même chose, je suis pas développeur, fait il y avait comme vraiment des longs chemins plus complexes, tandis que la pub, ça me semblait beaucoup plus intuitif pour moi, puis naturel par rapport à ce que je faisais déjà bien. Fait que ça s'est vraiment suivi comme ça. Puis ensuite, ben, quand j'ai lancé l'agence, c'est sûr que la pub prenait une grosse partie, mais au final, comme toute entreprise qui se lance, ben on a faim, fait qu'on prend un peu de tout là, mais ça a pris comme 1 an ou 2 pour un peu plus se spécialiser puis dire ok, on fait plus du tout de site web, on fait plus du tout de design de logo, des choses comme ça, où est-ce qu'on des fois on en faisait un petit peu sur le site juste pour se dire que ben ça nous amène à la fin du mois ou quelque chose comme ça. Mais ouais, je te dirais que c'est comme 2019-2020 que ça a un petit peu plus ça s'est solidifié là sur la pub. Puis quand tu dis que c'était comme tes talents naturels, tu parles plus, mettons, du copywriting puis de la rédaction, ou c'était d'autres choses dont tu parles? Ouais, ben je te dirais que, tu sais, en pub, il y a ce côté-là de création publicitaire, tu veux bien comprendre ça, qu'effectivement, il y avait ça. Puis il y a aussi le côté analytique, expliquer aux clients, vulgariser, créer la stratégie. Puis je pense que, ben évidemment, bon, ben aujourd'hui, je fais plus toutes ces étapes-là en entier parce que, ben, on a une équipe et tout. Mais pour le faire moi-même en premier, puis ensuite pour développer une équipe, une expertise là-dessus, ben, c'est beaucoup plus facile sur quelque chose que tu maîtrises un petit peu dans son ensemble que de se dire je vais engager des gens qui font des choses puis j'ai aucune idée de ce qu'ils font puis j'espère que c'est bien parce que moi j'ai pas les compétences pour, tu sais. Puis mettons si j'avais voulu faire des sites web, ben je m'y connais un tout petit peu en code, mais pas au point de dire d'engager un développeur puis de regarder si son code est bon ou pas. C'est clairement quelque chose qui m'aurait pris beaucoup de temps à développer puis comme qui était pas du tout là où j'étais à ce moment-là. Fait que c'était vraiment plus naturel de ce côté-là. Puis je pense que ça a été un bon choix aussi là. Puis quand est-ce que tu as commencé à avoir des employés? T'étais-tu comme un one-man agency pendant un temps? Ben, au final, avant que je lance l'agence, j'étais en quelque sorte un one-man agency. Mais quand je l'ai lancé, j'ai commencé à engager tout de suite. C'était Laurence là, avec qui on travaille encore aujourd'hui. Puis on savait pas trop où est-ce qu'on s'en allait. Puis tu sais, c'était un peu... au final, je pense qu'il y a une partie de naïveté quand tu lances une business. Puis surtout quand tu engages du premier coup, avec le risque que ça l'amène au final. Mais ouais, c'est un peu comme ça que ça a commencé. On a engagé direct parce que j'avais vraiment cette vision-là. C'était pas, je me posais pas la question de est-ce que je le fais tout seul ou est-ce que j'engage pour déléguer. C'est souvent un peu la vision que beaucoup de solopreneurs vont avoir. Puis je pense que c'est une vision vraiment, vraiment efficace parce que ça te permet de réduire ton risque au maximum. Ou quand t'engages, c'est vraiment quand t'es prêt. Puis que même si ça marche pas, ben t'es pas en train de perdre tout ton argent juste pour comme financer le salaire de quelqu'un d'autre. Mais moi, je suis allé dans la version difficile. Puis j'ai dit, OK, let's go. On y va à 100 000 $, puis on y va tout de suite. Puis je vais tout de suite déléguer des parties pour que je puisse aller encore plus vite.
Puis ouais, c'est comme ça que ça a commencé en 2018. Puis tranquillement, en 2019-2020, on a grossi un petit peu l'équipe. Puis là, aujourd'hui, on est 6 avec moi-même. Nice! Puis pour moi, ça me fascine. Puis c'est pour ça aussi que je voulais t'avoir sur le podcast, parce que je suis zéro une fille de pub. Puis on dirait justement, tu sais, tantôt tu parlais des aptitudes naturelles. On dirait qu'à chaque fois que j'ouvre le Facebook Business Manager, tu sais, genre, j'ai automatiquement comme une résistance et comme, je fais comme, oh my God, genre, je peux pas. Genre, j'ai juste de la résistance, tu sais, puis je sais que je pourrais apprendre, puis que je pourrais faire des tutos, puis, tu sais, probablement faire quelque chose d'assez comme basic. Je l'ai déjà fait de toute façon, mais ça c'est juste, ouais, ça, it doesn't sit with me, genre je suis comme pas capable. Fait que je voulais te poser plein de questions au sujet de la pub notamment et de l'intersection avec les stratégies organiques que moi je connais vraiment beaucoup mieux. Puis tu sais, même que j'étais en train de lire votre site web, où est-ce que tu sais vous avez même du contenu pour dire ben si tu as un budget de temps, tu sais, c'est peut-être mieux genre que tu joues un peu avec. Est-ce que tu penses que c'est important pour un entrepreneur de au moins avoir des bases sur comment ça fonctionne, la publicité, pour être capable de bénéficier de ce genre de input ou de diffusion, là? Je pense que oui. En fait, je te dis ça, je pense que dans un autre domaine, ça pourrait être différent. Mais il y a quelque chose de, entre guillemets, de malheureux puis qui a des bons côtés en même temps, là, mais c'est que la barrière d'entrée pour partir une agence, pour se nommer expert en publicité, elle est très basse. Il n'y a pas d'ordre professionnel, il n'y a pas de diplôme exact sur ça, dans le sens où tu n'irais pas voir un médecin qui n'a pas de diplôme en médecine, mais tu vas aller voir n'importe qui fait de la pub parce qu'il y a déjà eu des clients ou parce qu'il s'annonce comme tel ou qu'il s'annonce comme expert ou comme experte. Puis ça fait en sorte que, puis moi je l'entends vraiment, vraiment souvent, il y a tellement de personnes qui se sont faites un peu avoir par des agences, ou en tout cas qui ont, des fois, bon, ben évidemment, il y a des personnes qui sont pas nécessairement super bienveillantes, mais des fois, c'est juste par incompréhension, puis parce que ça n'a pas été bien expliqué, puis on se met des attentes au mauvais endroit ou quoi que ce soit. Puis ça fait en sorte qu'il y a beaucoup de mauvaises expériences avec soit des personnes expertes en pub, soit des agences, soit des entreprises un peu dans le même créneau. Puis c'est pour ça que pour moi, c'est assez important que et nos clients et n'importe quelle personne qui pense à faire de la publicité, pas besoin de tout connaître, là, tous les micro-détails, mais il faut être capable de se poser sur nos résultats puis se demander est-ce que ça marche ou est-ce que ça marche pas, puis pas avoir besoin de se le faire dire par son agence. Parce que si on dépend de cette donnée-là, ben il y a des situations puis il y a des scénarios malheureusement où l'agence va jouer un petit peu avec les chiffres ou écrire une histoire autour pour que ça a l'air alléchant. Parce que peu importe les chiffres qu'on a en marketing, puis je suis certain que tu le sais autant que moi, tu peux les déguiser ou écrire une histoire autour pour les rendre plus optimistes ou plus pessimistes. Genre, bon, tu as fait de la pub ou tu as créé du contenu. Bon, c'est vrai que ça t'a pas donné de vente puis que ça fait 12 mois qu'on en fait, mais ben on t'affiche beaucoup puis tu as beaucoup de trafic, fac, c'est des gens qui sont intéressés, fac, c'est sûr que ça va te rapporter un jour. Ben ça, c'est une écriture optimiste de peut-être que le contenu que tu fais amène pas les bonnes personnes, puis personne n'achète, puis dans le fond, c'est un vrai problème, mais je te le présente de façon déguisée un petit peu optimiste pour que tu te dises « Ah oui, OK, c'est bon, je vais faire confiance, puis je vais continuer. » Fait que ça fait en sorte que, pour moi, c'est important d'avoir cette notion-là de... Tu sais, je pense que n'importe qui travaille avec une agence doit avoir une petite vision marketing, peut-être plus large, plus globale. Puis nous, on le demande presque à nos clients, dans le sens où une entreprise qui vient nous voir, puis qui veut travailler avec nous, puis qui dit « Je ne sais pas du tout quoi faire, j'ai aucune idée c'est quoi, mais j'ai vu que mon ami a fait de la pub, puis j'ai le goût d'en faire. » La première chose qu'on recommande, c'est commence par parler avec un ou une stratège, puis positionne-toi un peu là-dedans de est-ce que ça vaut vraiment la peine? C'est quoi les attentes que tu devrais avoir? C'est quel genre de budget qui peut te permettre d'investir de façon réaliste en fonction des finances de ton entreprise pour que ça ne te mette pas à la rue si ça ne marche pas? Puis, pas besoin après ça de savoir quelle case exactement il devrait cocher dans le gestionnaire de pub. Ça, c'est si ça te tente de le savoir puis de t'y intéresser parce que tu as le temps, tant mieux. C'est toujours cool. De la même façon que on engage des comptables, mais c'est le fun de savoir exactement comment ça marche pour que si à un moment donné, on spot une erreur, qu'on puisse la comprendre ou quoi que ce soit. Mais là, ça dépend parce qu'il y a plein d'entreprises qui n'ont juste pas le temps et que ça ne va pas être dans leur priorité. De la même façon que
moi, je travaille avec des designers, puis nous, mais j'ai pas développé mes compétences en design à 1000% juste pour exactement pouvoir leur dire « Ah, excuse-moi, t'as pas utilisé cette fonction-là sur Photoshop. » Je me rends pas là. Mais je pense qu'il y a cette base-là de connaissances à avoir, puis ça permet vraiment d'avoir plus confiance dans cette relation-là, agence-entreprise là aussi. Puis est-ce que la plupart des clients avec qui tu travailles, ils ont déjà essayé de le faire par eux-mêmes? Parce qu'on dirait que c'est comme s'il y avait des étapes, hein? Genre, t'essayes de faire par toi-même, ou tu fais pas de pub, après ça, t'essayes un petit peu de pub, après ça, peut-être que tu vas engager un sous-traitant qui va l'essayer, puis après ça, tu passes à l'agence. Je sais pas, est-ce que c'est comme le genre de step que tu vois? Ouais, potentiellement. C'est un peu le chemin naturel. Il y en a qui vont aller plus vite que d'autres. Puis c'est toujours une question comme de gestion de risque. Tu sais, il y en a qui vont dire hey, moi, je pense vraiment que la pub, ça va marcher. OK, j'y vais, entre guillemets, all-in. Je vais mettre un gros budget, je vais y aller fort. Puis pendant 2-3 mois, je vais mettre plusieurs milliers de dollars. Je vais y aller tout de suite élevé. À ce moment-là, c'est sûr que il y a le risque de je fais une grosse marche. Fait que si je me plante, bon, ben là, je retombe d'un peu haut, entre guillemets. Fait que pour l'entreprise, tu sais, je pense que c'est surtout pour les justement, pour tous les auto-entrepreneurs, les solopreneurs, infopreneurs et compagnie, qu'au final, tous les revenus de ton entreprise, entre guillemets, c'est ton argent d'entreprise. Puis souvent, c'est des business que oui, qui vont faire des très, très bons revenus, puis qui vont pouvoir se mettre dans une bonne situation, mais qu'au final, se mettre à investir 5-10 000 par mois en pub, c'est un méchant gros step que tu n'as pas envie qui ne fonctionne pas. Puis à ce moment-là, on recommande vraiment d'y aller étape par étape. Il y a des bons tutos, il y a des bonnes formations. Nous, on a des formations pour commencer à faire des premières campagnes. Puis quand tu vois que tu as des bons premiers résultats, ben là, c'est beaucoup plus facile avec confiance de se dire « OK, j'ai mis 1 000 $ en pub, ça m'a amené 3 000, 4 000, 5 000 de ventes. OK, je vais reprendre ce 5 000 de ventes-là, puis je vais essayer de le mettre en pub avec un expert ou une experte, puis essayer de construire là-dessus, mais je le sais que je suis déjà capable d'avoir des bons premiers résultats, fait que j'ai bien plus confiance, puis je saute de beaucoup moins haut, en fait. Puis après ça, le parcours peut se faire vite, parce que si tu le fais toi-même puis ça explose, tu peux tout de suite passer des marches. Puis si tu le fais toi-même puis c'est so-so, puis c'est un peu difficile, là, tu peux y aller un peu plus safe, puis c'est un peu moins risqué, là. Ouais, j'aime ça que tu parles de gestion de risque parce que ça en revient toujours à cette marge-là qu'on a aussi face à la perte. Mais aussi, ça me fait penser, au fait de valider aussi ce qu'on a, parce que je pense que peut-être une des problématiques qu'on va voir, c'est des gens qui veulent tout de suite aller à la pub parce qu'ils pensent que la pub est responsable de l'argent qu'ils vont faire, mais ils n'ont peut-être pas validé ou ils n'ont peut-être pas positionné dès le départ. Puis là, c'est là que je trouve que ça devient intéressant à la jonction entre le marketing organique qui permet de valider à petits coups ces positionnements-là, ces messages, puis l'audience que tu veux toucher. Fait que comment tu vois, mettons, ce step-là entre la validation puis la décision d'aller vers la pub qui va amplifier un peu cette visibilité? Pour vrai, c'est la raison numéro 1 pourquoi on refuse des entreprises qui veulent travailler avec nous, c'est ça vaut pas la peine tout de suite d'en faire parce que ce serait limite comme du gamble, dans le sens où il y a des gens qui voient la pub comme un peu une machine à sous, un truc de casino, puis en réalité, ce n'est pas parce qu'on a plein de facteurs qu'on contrôle et qu'on peut confirmer. Sauf que si tu arrives avec un produit que tu sais pas encore s'il se vend ou pas, ton offre, ton service, peu importe, tu le sais pas encore s'il va se vendre ou pas, là, ça devient du gamble parce que est-ce que je rejoins la bonne audience? Est-ce que mon offre est adaptée? Est-ce qu'il y a un product market fit? Est-ce que mon prix est assez bon? Est-ce que mon offre est assez alléchante? Est-ce que le timing est bon, etc.? Tout ça, c'est à confirmer. En plus de, est-ce que ma stratégie de pub est bonne? Est-ce que mes pubs sont bonnes? Est-ce que l'audience, ma config, est-ce que mon tracking fonctionne bien? Fait que tu te retrouves avec un double poids à confirmer. Puis ça fait en sorte que si tu fais de la pub et que ça marche pas, est-ce que c'est parce que c'était ton offre? Est-ce que c'était parce que c'était les pubs? Est-ce que c'est ton positionnement à l'entrée, ton message, tes arguments? Il y a tellement d'inconnus que c'est très, très difficile à confirmer. Puis c'est juste, faut pivoter du tout au tout puis réessayer au complet. Puis on vient juste un peu gaspiller de l'argent parce qu'on n'a pas eu les réponses qu'on cherchait. T'sais. Fait que c'est pour ça que souvent, il y a des business qui viennent nous voir et qui disent je lance un nouveau projet complètement. J'aimerais ça faire de la pub. La première recommandation, c'est possiblement que la meilleure solution, c'est de ne pas en faire puis d'aller tester en organique avant. Ou si tu veux en faire, il faut que tu arrives avec l'idée que cette pub-là
va pas t'amener des revenus, mais va juste accélérer ton processus de répondre aux questions de est-ce que mon offre est bonne, est-ce que ci, est-ce que ça. Parce que la pub en tant que telle, ça met ton offre, ça met ton lead magnet, ton funnel, peu importe, devant beaucoup plus de monde. C'est ça que ça fait. Fait que ça accélère ce processus-là de réflexion. Tu sais, si ta business, ton produit n'est pas confirmé, mais que tu l'affiches devant 1 million de personnes puis que personne ne l'achète, on peut se poser des questions. Fait que les entreprises qui veulent commencer avec la pub très, très vite, ben, ils peuvent le faire. C'est juste qu'il faut le savoir d'avance que très certainement que ce sera pas profitable, mais que ça va t'amener des réponses, que tu vas pouvoir aller plus vite. Puis au final, que ça va être très, très bien si tu es prête à mettre ces fonds-là pour ça. Mais pour beaucoup de business, c'est bien plus simple de mettre cette énergie-là en contenu organique, justement parce que, ben, ça te coûte, entre guillemets, moins en budget, même si évidemment, ça a des coûts, le contenu organique, là. Et qu'après, ben, ça te permet de développer une communauté, qu'il y a du evergreen, que tu peux le pivoter si jamais tu te rends compte que ton positionnement n'est pas bon. C'est pas comme la pub où que ben, ça va être un gros boom, mais que tu vas payer pour. Puis après ça, ben, si ça n'a pas marché, ça ne t'aura pas servi à grand-chose. Là. Ah, c'est super important de faire cette notion-là parce que aussi, tu sais, je pense que ce que les gens ils comprennent pas, c'est que la pub, c'est du long terme comme de l'organique aussi, puis que c'est pas quelque chose que tu switch on and off, qui a été ma stratégie pendant genre les dernières années. C'était comme, je vais faire de la pub pendant 2 semaines avant genre mon challenge ou quelque chose de même. Mais c'est sûr que oui, ça peut avoir un certain résultat, mais, mais dans une stratégie promotionnelle, c'est pas l'idéal non plus. Non, exact. Ça se fait. Tu sais, pour vrai, entre, mettons, faire de la pub 2 semaines avant un challenge ou rien faire, clairement, c'est mieux de faire la pub 2 semaines que de rien faire, puis ça peut t'amener des très bons résultats, tu sais. Puis je pense que c'est une bonne façon de commencer pour vrai. Mais une fois qu'on est rendu à un certain step, il y a comme un effet cumulatif de faire de la pub sur le long terme qui vient vraiment payer. Puis c'est le fait que, ben oui, tu as des résultats à court terme sur de la pub, c'est que ce soit des leads ou des ventes, mais tu as tout l'effet de la notoriété que tu vas chercher de chaque jour. Il y a des centaines ou des milliers de personnes qui te découvrent, qui entrent dans ton univers, même si c'est juste en voyant un petit peu ton contenu. Ça vient vraiment propulser la chose. Puis, tu sais, pour revenir sur l'organique, quelque chose de vraiment important puis que je voulais absolument mentionner aujourd'hui parce que, tu sais, justement, ton expertise est vraiment organique, la nôtre est plus pub. Quelque chose qu'on voit dans les stats de nos clients, qu'on a vu surtout, tu sais, dans les dernières années, en fait, c'est qu'une entreprise qui a une stratégie de contenu organique, que ce soit un blog, que ce soit genre un podcast, juste même des réseaux sociaux bien actifs puis qui créent beaucoup de contenu puis qui interagissent avec la communauté, ces entreprises-là vont avoir des résultats en pub qui sont comme 2 à 3 fois meilleurs parce que leur présence est nourrie par l'organique. Puis après ça, ben, la personne qui voit la pub, qui les cherche, ils vont les trouver. La personne qui voit la pub qui dit « Ah, c'est quoi l'entreprise? J'ai le goût d'avoir du contenu. » Elle le voit. La personne qui voit la pub qui n'est pas intéressée aujourd'hui, ben, elle reste dans l'univers organique de l'entreprise. C'est le jour et la nuit, en fait. Puis c'est pour ça que c'est pas un truc de « Ah, je devrais-tu faire de la pub ou de l'organique? » La question se pose même pas, à mon avis. Évidemment, il y a des choix stratégiques là-dedans, dans le sens où, tu sais, l'organique, tu peux en faire à l'infini de toutes les bords, tous les côtés, toutes les plateformes, mais tu devrais jamais pas en faire. Là. Ouais, puis je pense que il y a une... Ouais, parce que de toute façon, l'organique, il demeure, tu sais, parce que veut pas, la pub a aussi une durée de vie. Exact. Tu sais, on désactive la campagne, puis la pub arrête d'être vue, là, tu sais, c'est comme... C'est ça. Elle disparaît, fait que c'est vraiment... Je pense que c'est vraiment là l'enjeu de cash flow quand une entreprise n'a pas bâti ces choses-là en amont. Puis l'autre chose aussi que... Nous, l'année passée, on a beaucoup travaillé en SEO avec Myriam Gessier, notamment, qu'on avait invité sur le podcast plusieurs fois, pour faire un clean-up aussi de nos stratégies organiques, parce que je pense que c'est ça, avant de mettre de la pub sur nos funnels, hein, ou sur nos points d'entrée, on voulait s'assurer qu'ils menaient aux bonnes places puis qu'ils avaient les bons messages. Fait que, je pense que ça se fait parallèlement, comme tu dis. Il y avait un truc, j'ai l'impression qu'il y a une genre de, pas de démonisation, mais tu sais, une polarisation entre les gens qui sont 100% organiques comme moi, ou puis les gens qui font de la pub, puis qu'il y a des fois une résistance à passer de l'autre côté. Ouais. Puis,
il y a la résistance, oui, autour du cash flow, tout ça. Il y a la résistance autour de la prise de risque. Mais j'ai l'impression qu'il y a aussi une genre de moralisation qui est faite. Je vois ce que tu veux dire. Puis, je sais pas, genre, ouais, c'est ça. Est-ce que ça te parle, ce que je dis? Puis, comment tu le comprends? Ouais, vraiment. Il y a un truc qui sonne comme « Ah, t'as vraiment des bons résultats. » Puis en plus, c'est en organique, fait que c'est vraiment plus cool. Comme c'est vraiment comme plus impressionnant. Il y a comme quelque chose de... Il y a une valeur à ça, où il y a un... en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois, parce que je pense que c'est vrai aussi. Mais j'ai pas nécessairement d'opinion précise, dans le sens où c'est sûr que pour moi, une entreprise qui a des très bons résultats en organique est un peu assise sur quelque chose, parce que les signaux sont vraiment bons, que d'avoir des résultats en pub, ce serait possible. Mais, tu sais, je veux dire, c'est un peu comme tout. C'est pas parce que tu pourrais avoir plus de résultats que ça vaut tu sais, que ça vaut la peine d'aller chercher ces résultats-là, dans le sens où, tu sais, je dis n'importe quoi, mais une entreprise qui va en organique, puis que ces trucs un peu evergreen, puis que c'est bien seté, fait que c'est plus trop d'efforts, ou en tout cas, c'est plus d'efforts de maintenance, puis de garder ça à jour et compagnie. Ben, c'est sûr que cette entreprise-là va se faire quand même des bonnes marges, que ça va quand même bien rouler, puis que ça va être évidemment avec toutes les péripéties possibles d'algorithmes, de whatever, mais ça va être un peu pérenne, ça va bien fonctionner, ça va bien se tenir, ça va être assez prédictible, on va dire. Puis ben, de se lancer en pub, ça veut dire prendre une partie de mon cash flow, le mettre là-dedans, puis là, attendre que ça revienne, c'est une nouvelle strate, il faut que je teste quelque chose. Si ça marche pas encore, ça peut prendre 2 mois, 3 mois, 4 mois, 6 mois avant que ça fonctionne. Souvent, c'est moins, mais tu sais, quand même, il y a ce risque-là. Puis pendant ce temps-là, je pour in de l'argent dans cette machine-là en attendant que ça fonctionne. Puis je pense que le parallèle se fait aussi en pub, parce que nous, on a des clients qui viennent vers nous pour gérer leur pub, qui n'ont aucun organique. Puis on leur dit, vraiment, ce serait intéressant, puis ça pourrait vraiment être payant. Sauf que c'est un peu la même dynamique, c'est soit il faut que je le fasse moi-même, soit il faut que j'engage des gens. Ça va prendre évidemment plusieurs mois, 6 mois, 12 mois. C'est du SEO, c'est encore plus long. En tout cas, faut être déterminé à le faire. Fait que il y a ce truc-là, je pense, une fois qu'on est dans notre fauteuil qui est confortable, qui nous ramène bien, puis qui permet de faire rouler notre business, l'autre fauteuil, il est peut-être confort, mais il faut se lever, puis il faut comme aller le chercher, puis il faut le mettre en place. Puis c'est un risque, puis ça nous prend une partie de nos revenus que peut-être qu'on aurait pu mettre ailleurs, et ainsi de suite. Fait qu'il faut vraiment être déterminé à se dire, OK, je veux utiliser ce levier-là parce que je veux continuer de croître, puis je veux aller à une autre place, plus que juste je fais de l'organique, ça marche bien, fait qu'il faut absolument que je fasse de la pub. Pour vrai, si tu fais de l'organique puis ça marche bien, il y a mille et une raisons de se dire, pour le moment, je touche pas à la pub, puis c'est OK. Ou peut-être que j'essaye avec des mini-budgets, je fais une petite pub 2 semaines pour le fun, puis au pire, si ça marche pas, j'aurais perdu 1000$, puis je serais pas dans une mauvaise posture ou whatever. Fait que je le vois vraiment pas comme un problème. Puis après ça, c'est sûr que la majorité des business avec qui on travaille vont être un peu plus en mode croissance, ou en tout cas vont avoir des objectifs un peu plus gros. Fait que c'est sûr qu'à ce moment-là, si, mettons, quelqu'un qui fait juste de l'organique dit moi, je suis déçu parce que ça fait 2 ans que je veux doubler mon chiffre d'affaires puis j'y arrive pas, puis j'ai jamais essayé la pub, là, ça devient vraiment un sujet de discussion où ça vaut la peine de l'essayer, puis ça vaut la peine de prendre le risque, parce que tu as ces objectifs-là, tu veux continuer de croître, puis vu les résultats que tu as en organique, c'est des vraiment bons signaux que la pub pourrait être intéressante, mettons. Ouais, puis je trouve que, en tout cas, ça, c'est mon expérience, mais faire croître en organique, tu peux arriver jusqu'à un certain niveau avec le type d'énergie que tu mets dans quelque chose, mais tu vas être obligé à un certain point aussi d'ajouter d'autres stratégies pour aller chercher ces nouveaux, pas juste aller chercher des nouvelles personnes, mais aussi comme adapter aux nouveaux algorithmes, adapter aux nouvelles façons que les réseaux sociaux ont fonctionné, continuer, comme tu dis, à générer du contenu. Fait que ça devient quand même un investissement qu'on rajoute sur la charge. Fait que cet investissement, il soit dans le temps ou dans aller chercher quelqu'un ou j'ai ChatGPT qui va nous écrire plus d'articles, un peu poche, ou mettre cet argent-là, ou ce temps-argent, entre guillemets, dans la pub, c'est là qu'on fait des choix aussi stratégiques par rapport à ça, parce qu'on peut arriver facilement à un plateau, puis on peut cruiser le plateau, mais jusqu'à un certain point. Oui, exact. Puis ça dépend un peu des priorités et de ce qui est plus facile pour chaque personne. Puis, je pense qu'il y a plein de mix qui existent selon les business. Je pense à mon ami Alex Martel qui a comme pris une pause des réseaux sociaux,
puis qui s'est dit, hey, c'est vraiment overwhelming de continuellement faire du contenu, puis de gérer tous les messages, tous les trucs, puis qui aujourd'hui fait vraiment moins de contenu, mais pour qui la pub va être un super bon levier comme on the side, où il y a encore des dizaines, des centaines de personnes qui la découvrent à chaque mois sans cet effort-là supplémentaire. Puis les bases organiques qu'elle a construites dans le passé continuent de payer. Fait que ça fait comme un bon combo où elle continue de créer un petit peu, la pub fait l'autre partie, ça se rejoint bien au milieu. Puis ça permet après ça de juste aller dans la zone où est-ce que, mettons, dans son cas, elle peut amener le plus de valeur possible. Puis pour une business, ben c'est un peu la même chose, même si tu avais une équipe de 15 personnes, ben au final, ces 15 personnes-là pourront jamais tout faire parce que tu auras toujours plus à faire en organique ou tu auras toujours plus de stratégies ou d'offres ou de whatever que tu peux faire. Fait que c'est toujours, bon, ben c'est quoi le bon mix qu'on priorise pour que ce soit le plus la meilleure valeur ou le meilleur retour sur investissement de ce temps-là puis de cet argent investi. Ouais, je pense que c'était toi qui avais dit ça à un moment donné. Je sais pas si c'était toi, mais que la pub devient un peu comme un employé que tu payes parce que il te ramène... Ça me dit quelque chose? Ouais, il te ramène c'est comme s'il allait cogner à la porte des gens sans que t'aies besoin de le faire toi-même. Fait que, je pense que c'est bon de le voir aussi de cette façon-là. Ouais, exact. Ça définitivement. Puis c'est, la pub en tant que telle, on le dit de façon très, très large, mais ça peut être, ça amplifie quelque chose qui est déjà en place, ça amplifie une stratégie, mais la stratégie il peut avoir 1000 stratégies, il peut avoir 1000 façons d'utiliser la pub pour que ça t'amène des résultats. Puis des fois, je pense que les gens le voient pas comme ça. Des fois, il y a des entreprises ou des infopreneurs, comme peu importe la taille, peu importe la stratégie qu'ils ont en place, mais qui arrivent en mode, en ce moment, on va chercher tout le monde de notre blog ou on va chercher tout le monde d'un podcast, disons. On aimerait ça faire de la pub, fait que je suppose qu'il va falloir faire un funnel à côté, un lead magnet, un webinaire, quelque chose comme ça, parce qu'on voit ces modèles-là en pub beaucoup plus fréquemment. Mais il y a plein de business que la pub, le budget, ils vont le mettre dans promouvoir leur podcast, promouvoir leur blog. Nous, pendant... il y a encore une bonne partie de notre budget pub qui va là-dessus pour nous-mêmes, mais pendant longtemps, c'était que ça. C'est notre blog, nos études de cas, avec des campagnes pour juste amener des gens dessus pour que les gens les lisent, puis c'est tout. Puis ça nous amène de la clientèle parce que c'est notre contenu organique qui est amplifié. C'est pas un funnel. Comme agence, on le sait que les funnels, souvent, ça marche pas super bien pour que les gens veulent travailler avec nous pour nos services clés en main parce que c'est pas le genre de truc que t'achètes vite en te disant « Ah oui, je découvre l'agence, ok, je suis prêt » ou quoi que ce soit. En tout cas, pas dans notre créneau de clientèle. Fait que ça, c'est un levier super facile à mettre en place, assez simple techniquement, mais aussi assez simple en termes de stratégie. Là. Mettre de l'avant le contenu organique que tu as déjà, puis qui est super payant au final. Ouais, puis là, ça me fait penser à mon propre cas, parce que justement, avec le travail qu'on a fait d'identifier, par exemple, en termes de SEO, qu'est-ce qui fonctionnait bien, les différents clusters de contenu qu'on a, puis tout ça, est-ce que ça serait, mettons, dans votre cours de décider comme, OK, ben on a cette information-là qui vient de l'organique, voici ce qu'on suggère comme, mettons, les 5 pièces de contenu qu'on va mettre de l'avant, puis voici, genre... Parce que ma prochaine question, ou mon autre question, c'était quoi, mettons, les qualités d'une bonne campagne publicitaire, ou peut-être pas juste campagne, mais vraiment stratégie at large, parce que, tu sais, comme tu dis, ben il y a tout ce qui est plus notoriété ou genre visibilité, puis il y a d'autres stratégies qui sont plus axées sur la conversion, puis j'imagine qu'il y a, tu sais, le retargeting aussi, puis d'aller, tu sais, comme nurturer peut-être un peu ton audience. Fait que, tu sais, est-ce que c'est vous qui faites ce genre de réflexion-là? Ouais. Dans notre cas, oui, parce qu'on se voit vraiment comme une agence clé en main, fait qu'on part de la stratégie de pub. Fait que c'est souvent nos clients, ils arrivent avec leurs objectifs. Genre, est-ce que les objectifs, c'est je veux qu'à la fin de l'année, j'aille plus de ventes? Est-ce que l'objectif, c'est je veux qu'à la fin du mois, j'aille plus de ventes puis je veux tout de suite rentabiliser mon investissement de pub? Ou c'est juste, j'ai des magasins physiques, je vends pas en ligne, j'aimerais ça juste que les gens se déplacent plus en magasin. Des fois, c'est plus large comme ça. Ou j'ai une cause, j'ai une cause, j'ai un organisme, puis je veux juste que les gens le connaissent un peu plus parce qu'on n'est pas très visible. Puis, en fonction de cet objectif-là, puis en fonction du budget puis du niveau de risque qu'on est prêt à prendre, c'est là qu'on va monter la strate. Parce qu'il y a toujours des quick wins, OK, tu as ça qui est en place, justement, tu as ces articles-là qu'on le sait qui t'amènent déjà des revenus puis que c'est prouvé. Bon, c'est sûr que le quick win, c'est d'essayer d'aller répliquer ça en pub puis juste de propulser ça, par exemple. Pour des clients boutiques en ligne, c'est quoi en ce moment tes produits qui attirent le plus de clientèle puis qui sont les meilleurs vendeurs ou qui font entrer les gens le plus dans ta boutique? Bon,
si c'est ceux-là, les quick wins, c'est de continuer à mettre de l'avant ces produits-là, même si peut-être que dans ta boutique, tu as un produit que tu aimerais ça écouler parce que tu en as beaucoup en inventaire, ben, c'est pas ça qui va générer tes ventes aujourd'hui. T'sais. Puis en parallèle, c'est toujours de se dire, OK, c'est quoi où est-ce qu'on pourrait investir chaque dollar pour qu'il travaille le mieux pour atteindre l'objectif. Puis des fois, ce ne sera pas nécessairement la même chose avec une business qui dit, j'ai un objectif de croissance long terme, mais à court terme, ça ne me dérange pas trop d'investir, puis je ne suis pas pressé que ça me revienne, versus une entreprise qui va dire, oui, c'est sûr que je veux croître à long terme, mais c'est parce que si je me mets à investir pendant 12 mois puis que ça ne se repaye pas, je vais vraiment être dans le chenoute, puis ça va pas être, je ne pourrai pas me rendre à long terme. Là, la game est complètement différente, puis nos objectifs, nos targets vont être vraiment faits différemment, puis la stratégie aussi. Fait que, pour vrai, les entreprises, la majorité des entreprises qui font de la pub vont avoir beaucoup plus des attentes court terme parce qu'ils veulent que ça se rentabilise vite. Puis à ce moment-là, il ne va pas en mode notoriété ou en mode juste on veut que les gens nous voient. On y va vraiment en mode on veut prioriser les actions qui vont amener les conversions le plus vite possible. Et par effet secondaire non voulu, ces publicités-là font quand même de la notoriété. Au final, parce qu'il y a des centaines de personnes qui les voient, puis des milliers, puis des millions, même après plusieurs mois. Puis tout le monde ne clique pas, mais les gens les voient, les gens voient un peu le texte, voient un peu le visuel. Fait que tu as cet effet-là de notoriété où, par exemple, je reprends l'exemple e-commerce parce que pour moi, c'est l'exemple le plus cliché où ta pub mène directement pour vendre un produit. Tu n'as pas de funnel, tu n'as rien, c'est que de la vente directe pour beaucoup de business. On a quand même plusieurs clients avec qui on a commencé ça. Puis que 2-3 semaines, 2-3 mois après, ils se font contacter par des points de vente en disant hey, moi, j'ai des clients qui veulent ton produit. Est-ce que je peux t'en acheter pour les mettre dans ma boutique? Puis c'est un effet de notoriété qu'on n'a pas fait de pub vends nos produits dans ta boutique, quoi que ce soit. Mais on a des clients qui ont ajouté comme ça 10-20 points de vente magiquement, entre guillemets. Puis c'est un effet secondaire. Puis c'est un peu la même chose pour... même pour nous, quand on fait des pubs pour nos webinaires, pour des choses comme ça, des fois, on se fait inviter sur des podcasts. Des fois, il y a des gens qui nous reconnaissent un peu plus. C'est comme tout un effet. Puis tous nos clients voient ça à leur façon où, même si on priorise le court terme puis la conversion, il y a cet effet-là cumulé, notoriété long terme qui se voit puis qui est très payant, qu'on ne mesure pas parce que ça ne fait pas partie comme de nos targets ou quoi que ce soit, mais qu'on voit qu'il est là et qui est très chouette aussi. Ouais, c'est toujours ce qu'ils disent en marketing en top of mind. Fait que tu sais, comme que tu ailles sur... exact. Que tu publies un podcast toutes les semaines ou une infolette, mais qu'en plus, quand on va sur les réseaux sociaux, on te voit popper dans notre feed, notre feed. C'est sûr que c'est un gros avantage. Selon toi, qu'est-ce qui a changé le plus au niveau de la pub dans les dernières années ou dans le travail que vous faites ou le focus que vous devez mettre dans vos campagnes ou dans la façon dont vous adressez les problématiques? Ah, bonne question. On est vraiment passé d'une game de ciblage à une game de ciblage. Ah, OK. Mais différente. En fait, c'est que puis je pense que beaucoup de gens aujourd'hui voient encore la pub comme ça. Si tu recules de quelques années, la pub, c'était beaucoup de techniques. Tu sais, je vais aller cibler les bonnes personnes, je vais faire les bons ensembles, les bons croisements de pub et tout ça, d'audience, d'ensemble de publicité, de targeting, tout ça. Puis je veux des pubs très correctes pour que ça fonctionne. Puis aujourd'hui, en fait, la direction que Facebook, puis même Google, puis même beaucoup d'autres plateformes avec lesquelles on travaille prennent, c'est que leur machine learning, leur algorithme de ciblage puis d'optimisation est vraiment rendu meilleur. Donc, ils nous retirent ces options-là de micro-ciblage ou de micro-gestion. Ils nous disent « laissez-nous ça dans les mains ». Puis évidemment, il y a beaucoup d'annonceurs qui sont sceptiques parce que souvent, quand les plateformes veulent récupérer ces pouvoirs-là, c'est souvent pour afficher des pubs dans les endroits où est-ce qu'on aurait préféré pas s'afficher parce qu'on s'en fout, parce que c'est pas utile, parce que c'est pas performant. Mais la réalité, c'est que ce qu'on voit, c'est que aujourd'hui, pour beaucoup d'entreprises, c'est plus efficace de dire, mettons à Facebook, voilà, je te donne tout le Canada au complet, tous les âges, tous les gens, tous les intérêts, peu importe, va me chercher des leads de ça. Puis qu'avec ça, on a des meilleurs résultats que si on y dit exactement notre clientèle super spécifique puis qu'on le limite au top 1% du 1% avec le 10 000 personnes au Canada qui représentent le mieux notre clientèle, pour la simple et bonne raison que aujourd'hui, le ciblage se fait plus dans la technique, mais ça se fait dans les pubs. Puis ce que Facebook fait, un peu comme l'organique en fait, c'est qu'il va commencer par montrer ta pub à, disons, 100 000 personnes.
je disais 100 ou 1000, pas 100 000, 100,1000, oui. Puis là, il va regarder, OK, dans ces 100 personnes-là, dans ces 1000 personnes-là, qui s'est arrêté? Qui a lu le texte jusqu'au bout? Qui a interagi? Qui a cliqué? Qui s'est inscrit à ton webinaire ou à ton service? Ou qui a acheté? Qui est allé sur le site plus longtemps, moins longtemps, etc. Puis en fonction de ça, il va faire une boucle où il va regarder, OK, c'est ce genre de personnes-là qui interagissent plus. Donc, c'est ce genre de personnes-là que je vais aller rejoindre un peu plus. Puis il va continuer comme ça et ainsi de suite pour toujours aller chercher les meilleurs résultats possibles, puis on voit que ça marche. Puis qu'est-ce que ça veut dire pour nous? C'est que le travail est passé de beaucoup de micro-gestion puis de micro-tests on va cibler les 25-35 ans, puis les 35-45, puis après ça, on va aller mettre plus de budget sur un, plus sur l'autre, et ainsi de suite, il faut que nos pubs aillent rejoindre les bonnes personnes le plus possible pour aider l'algorithme à fonctionner. Il faut que, quand je fais un webinaire, que ce soit très, très, très clair à qui ça s'adresse, pour être certain que ce soit pas un petit peu n'importe qui s'inscrit, puis j'ai l'impression que ça marche, mais dans le fond, c'est pas les bonnes personnes qui s'inscrivent. Puis ça fait en sorte que le travail est vraiment passé sur de la création de pub. C'est à la fois du copywriting, c'est à la fois de la gestion de brand aussi pour bien communiquer les valeurs de la marque, bien filtrer les gens. C'est ça aujourd'hui notre plus gros travail. Tu sais, je pense que 80% de notre énergie va être dans s'assurer que la stratégie et la création des pubs soit optimale pour générer les meilleurs résultats puis que ça fonctionne bien. Puis c'est beaucoup de tests publicitaires, beaucoup de tests créatifs parce que, à la fin de la journée, tu veux que si ta publicité elle s'adresse, par exemple, aux parents qui sont épuisés, qui ont 3 enfants, dont 2 enfants avec un enfant avec un trouble du développement, un enfant hyperactif, voilà, tu sais, des cas super spécifiques parce que beaucoup de business, leur clientèle est assez niche. Tu veux que ce soit tellement clair dans la pub que le parent en forme, lui, il skip puis il passe à d'autres choses puis que Facebook spot exactement les bonnes personnes juste grâce à ce filtre-là naturel de ton contenu s'adresse exactement aux bonnes personnes puis présente la chose de la bonne façon. Fait que je te dirais que c'est ça pour moi le plus gros shift, là. Ouais, c'est vraiment hot parce que je pense que finalement, tu sais, on en revient à ce qui faisait que l'organique fonctionne aussi. Ouais. Sauf que là, tu as l'outil de l'algorithme qui t'aide, comme tu disais, à tester, ce message-là, de cette façon-là, avec ce ton-là ou ce type d'image-là, ce brand, comme tu dis, c'est celui-là qui est le plus efficace par rapport à ce que tu veux, tu sais, par rapport à ta mission overall, tu sais, par ce que tu veux transformer chez les gens, tu sais. Fait qu'à la place d'attendre, comme tu dis, que le SEO, peu importe, ou qu'on reçoive pas nécessairement... Tu sais, on regarde combien de likes on a eu sur une publication, là, t'es vraiment comme, OK, précision, je sais exactement que les gens, tu sais, ont cliqué sur le lien, ont fait ça, genre, sont passés jusqu'à telle étape, genre, du funnel. Fait que, ultimement, la pub peut t'aider à créer du meilleur contenu, même définitivement organique. Ouais. Non, pour vrai, oui. Puis ça permet tu sais, le pouvoir de la pub le plus incroyable, c'est en même temps, c'est un de ses défauts, mais c'est le fait que c'est très fast-paced, puis le fait que tu peux tester beaucoup de choses tout le temps, puis que tu peux toujours renouveler ton contenu, puis que vu que tu mets du budget, tu n'as pas à attendre qu'il soit mis de l'avant naturellement. Tu sais, tu forces littéralement ta plateforme à le diffuser. Fait que tu vois assez vite est-ce qui marche pas. Le défaut de ça, c'est que souvent, il faut que tu le renouvelles constamment parce que vu que tu vas rejoindre beaucoup de monde vite, tu vas les rejoindre. Les gens ont vu ta pub plusieurs fois, puis là, tu veux pas devenir redondant ou quoi que ce soit. Mais ça fait en sorte que ça me fait penser, c'est un peu vieux comme exemple, mais ça me fait penser à Tim Ferriss, que son livre de la semaine de 4 heures, ce qu'il avait fait pour trouver le nom, c'est qu'il avait fait des tests A/B sur Google Ads quand les gens cherchaient des mots-clés avec différents noms de livres, puis qu'il a regardé lequel générait le plus de clics. C'est comme ça qu'il a choisi. Bon, on peut critiquer sa méthode, puis on peut dire que c'est pas nécessairement la meilleure façon, la plus valide, mais ça ramène quand même le point que tu dis où tu peux tester en pub différents contenus. Puis si tu vois qu'il y en a un qui attire un peu plus les clics ou qui attire un peu plus les inscriptions ou des résultats plus loin, parce qu'au final, c'est quelque chose d'autre, mais des fois, il y a des pubs qui attirent beaucoup de clics, qui ont des taux de clics très élevés, mais que les gens, après ça, font pas l'action qu'on voulait de s'inscrire ou d'acheter. Mais ça, tu le vois en publicité. Tu as un tracking qui est presque précis, en tout cas qui te permet de tirer les bonnes conclusions. Donc, grâce à ça, tu as des bonnes pistes à savoir si je parle de mon offre de telle façon, j'ai beaucoup d'intérêt, peu d'achats. Si je parle de mon offre de telle autre façon, j'ai peu d'intérêt, mais ceux qui sont intéressés achètent beaucoup, donc c'est beaucoup plus rentable pour moi.
Peut-être qu'il y a un contenu à faire dans les deux cas, peut-être. Un contenu plus d'attraction, un contenu plus de conversion, mais ça m'amène comme ça, puis on peut tester super vite là, grâce à ça. Fascinant. Ça me donne vraiment envie d'aller jouer avec ça. Si quelqu'un est intéressé, OK, bon, fait que là, mettons, tu sais, puis encore une fois, je pense que tu as une page sur votre site où est-ce que vous parlez de voici ta situation. Tu sais, t'as jamais mis de pub, tu as des petits budgets ou des choses comme ça, voici ce qu'on te suggère. Si tu es dans fait que je pense que votre site web, il répond vraiment bien aux questions de quand est le bon moment pour nous d'essayer la pub ou du moins d'aller avec une agence. Hein. Ça veut pas dire essayer la pub parce tout le monde peut aller sur YouTube, aller regarder des tutos. Exact. Mais je sais que vous faites beaucoup de webinaires ces temps-ci. T'as-tu, mettons, un top 3 ou un top 2 genre de sujets que tu penses qui serait le plus utile pour des personnes qui ont vraiment envie d'aller explorer cette option-là, mais peut-être qu'ils sont un peu comme moi, un peu froids à l'idée parce que, tu sais, elles se sentent pas assez connaissantes, genre, du domaine ou que les expérimentations sont... Tu sais, peut-être qu'il y a eu quelques expérimentations, mais, tu sais, on est prêt que ça n'a pas donné ou... Ouais, je comprends. Le côté, est-ce que je devrais, mettons qu'on passe tout de suite à la marche haute, est-ce que je devrais engager une agence ou est-ce que je devrais aller loin? La façon la plus facile de répondre à ça, c'est d'en discuter. Nous autres, comme je disais, on prend vraiment très, très peu de clients, fait que ça nous fait vraiment plaisir de dire à une entreprise « t'es pas prête, tu devrais faire plutôt ça avant ». Fait que si jamais il y a quelqu'un qui se pose la question, qui est en train d'hésiter pour une agence, en tout cas des investissements à gros budget, envoyez-moi un petit mot ou même sur notre site, pour travailler avec nous, dans le fond, il y a des questions à répondre, fait que ça peut déjà donner une piste. Pour ce qui est de la première étape, ce que je dirais, ce serait même pas au niveau du contenu, mais ce serait plus des critères à cocher, dans le sens où, en fait, on a un ou deux articles de blog là-dessus. Là, c'est comme quand est-ce qu'on est prêt à faire de la publicité, où est-ce qu'on présente un peu les différents critères. Mais l'idée de base, c'est la question à se poser, c'est est-ce que je vends déjà sans pub? Puis est-ce que je vends déjà sans pub à des inconnus à qui j'ai pas besoin de démarcher moi-même? Dans le sens où si tu vends déjà sans pub, mais que c'est par cold call, ben la pub, elle reproduira pas tes cold calls, fait que ça risque de pas fonctionner. Mais si tu vends déjà sans pub avec un webinaire, ça vaut la peine peut-être de regarder pour faire une première pub. Puis d'ailleurs, on a une petite formation qui permet de monter ta première campagne pour ça, mais c'est la même chose pour n'importe quoi. Si tu vends déjà avec ton blog, peut-être que ça vaudrait la peine de regarder pour mettre un petit peu de pub pour promouvoir ton blog. On a beaucoup d'articles sur... Pour moi, la pub Facebook est un bon premier point d'entrée, même s'il y a plein d'autres plateformes. Par rapport à ce qu'on a parlé, par rapport au contenu et tout ça. Fait qu'on a beaucoup d'articles d'introduction à la pub Facebook, puis de structure, puis de comment cibler, puis tout ça. Fait que je pense que quelqu'un qui est prêt à mettre une couple d'heures peut aller mettre des premières campagnes en place sans que ce soit trop compliqué. Peut-être un demi-mal de tête à la fin, parce que ça reste que c'est nouveau, on s'entend. Mais ça peut être un très, très bon point de départ. Puis après ça, pour vrai, selon où est-ce que vous êtes, selon le budget que vous avez, ça peut être d'engager un consultant ou une consultante 1 heure, d'aller checker un petit peu est-ce que j'ai bien fait ça, qu'est-ce que ça a donné, puis peut-être d'apprendre des premiers points comme ça. Ça peut être un petit peu plus précis puis direct que, mettons, de faire une grosse formation sur le sujet de d'y mettre plusieurs semaines, puis au final, peut-être qu'on n'en a pas nécessairement besoin tout de suite. Fait que je te dirais que c'est un peu ça. Parce que, nous, on en a une grosse formation, mais je la recommande pas à tout le monde parce que quelqu'un qui dit j'ai un webinaire qui arrive puis j'aimerais ça faire un petit peu de pub, ça fait beaucoup d'apprentissage pour ça. Fait que ça dépend toujours de la situation, mais si jamais qui que ce soit a des questions, vous pouvez toujours nous écrire, puis moi ça me fait toujours plaisir d'aiguiller vers le contenu qui serait le plus pertinent aussi là. Magnifique. Bon, ceux que tu as nommés, on va les mettre dans les liens de l'épisode. Puis naturellement, il va y avoir ton site si les gens ils veulent aller explorer. Vous avez des webinaires de façon quand même assez régulière sur différents sujets pour des boutiques en ligne, mais aussi pour des gens qui ont des services. Fait que c'est quand même assez varié ce que vous offrez au niveau de contenu gratuit. All right. Est-ce qu'il y a un dernier mot de la fin que tu aimerais dire avant qu'on se laisse? Parce que, encore une fois, on pourrait en parler sur plein de petits sujets. Ben oui. Très, très liés à tout ça. Mais ouais, je pense que là, on a comme vraiment un bon round-up. Là. Ouais, je suis d'accord. Ce que je dirais pour finir, c'est peut-être juste...
si vous êtes rendu là dans l'épisode du podcast, puis que vous êtes comme, me semble peut-être que je pense que la pub pourrait fonctionner pour moi, pour vrai, testez-le plus tôt que plus tard, parce que je vois tellement de business faire de la pub à leur 5e année après plusieurs années de bonnes ventes, de bons succès, puis juste se retrouver un petit peu fâché en se disant, ben là, ça marche bien, j'aurais pu commencer il y a 2 ans, puis je serais vraiment à une autre place, puis ils sont tous dans cette situation-là où est-ce que c'est juste drôle, je veux dire, c'est vraiment pas grave, puis il y a plein de choses qu'on aurait pu commencer avant ou quoi que ce soit, mais ça coûte, ça coûte pas cher à tester tant que vous êtes dans une position où est-ce que vous pouvez vous permettre d'investir un 1000$ peut-être, même un 500 si ça vous tente de commencer plus petit. Nous autres, on a vu des premières campagnes avec nos formations se faire avec un $100, $200 de budget, c'est peu. Mais si ça peut juste vous mettre l'orteil dans l'eau pour tester l'eau puis voir, bon, ben, finalement, c'est quand même plus facile que je pensais. OK, mon 200$ m'a peut-être ramené une vente à 250. C'est déjà mieux que rien. C'est déjà un petit début. Ça m'a ramené des leads ou quoi que ce soit. Ça se fait de façon contrôlée comme ça. Puis pas besoin de sauter dans l'eau en se disant, OK, je suis prêt à commencer la pub, je vais mettre 10 000. Commençons des petits pas. Puis au pire, ben, ce sera un petit pas. Puis on fait un petit pas en avant, un petit pas en arrière, puis ce sera ça. Au mieux, c'est une opportunité de croissance vraiment incroyable, puis on va se dire, bon, ben, pourquoi je ne l'ai pas fait plus tôt, puis ça va être un peu cette chose-là. En tout cas. C'est tellement un bon point, puis je me reconnais un petit peu genre dans ce que tu dis, là. Comme, tellement de fois, j'ai mis mon pied dans l'eau, puis j'étais comme, ah! Mais bon. Ah ben, ça se comprend. Merci, Charles, pour ton temps, pour toute cette expertise que tu as partagée avec nous. Puis, comme je l'ai mentionné, c'est quoi les liens où tu aimes interagir le plus? Bon, il y a ton site web, on peut y aller, mais est-ce que tu as des réseaux sociaux que tu préfères au-dessus des autres? Oui. Allez me voir sur LinkedIn, c'est là où je suis et je vais répondre à mes messages si vous m'écrivez. Sinon, le reste, c'est plus pour l'agence. Donc, LinkedIn, c'est préférable. Sinon, par email, il y a le email sur le site d'Antilope, mais sinon, charles@agenceantilope.com, ça me fait toujours plaisir. Ou répondez à notre infolette si vous la recevez ici. Vous voulez m'écrire. Oui, abonnez-vous à l'infolettre, elle est super intéressante. All right, ben, Charles, merci beaucoup. Je te souhaite une belle fin de journée, puis à très bientôt. Ben, merci encore à toi pour l'invitation, puis à très, très bientôt. Au revoir.